Natalia Braclia, Marc Fauvel. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. 8e invité des matins présidentiels de France Info. Vous répondrez tout à l'heure, comme tous les candidats, aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de France Info. Je rappelle le numéro du standard, c'est le 0809 40 41 42. Avant d'entrer dans le détail de votre programme, Éric Zemmour, un mot de la guerre en Ukraine. Vous avez sans doute vu, comme nous, ces images en provenance de la ville de Boutcha, près de Kiev, des dizaines de corps de civils jonchant les rues de la ville. Certains ont les mains attachées dans le dos, d'autres une balle dans la tête. Le maire de cette commune parle de 350 civils tués par les Russes, parfois jetés dans des fosses communes. Si vous aviez Vladimir Poutine en face de vous, demain matin, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais que c'est odieux, criminel, infâme, et que il salit l'image même de son pays. Si vous voulez. C'est un crime affreux, c'est un crime insupportable, c'est un crime ignoble, mais en plus, pour lui, c'est vraiment salir l'image de la Russie. Je ne comprends pas. Je vous dis, c'est vraiment... c'est horrible, mais je l'avais dit, vous vous souvenez, depuis le début, je dis les Russes, quand ils sont en guerre, ils sont capables des pires horreurs de la violence la plus folle. Je rappelle toujours que quand Napoléon les a battus, ils ont brûlé leur capitale pour ne pas lui laisser. Je l'avais prévenu depuis le début. Définitivement, vous ne rêvez plus d'un Poutine français ? Mais ça n'a rien à voir, ça n'a jamais eu rien à voir. Ça n'a jamais eu rien à voir. Je disais que Poutine était patriote et qu'il avait redressé son pays et qu'il défendait les valeurs de l'Occident. Après la grande désintégration russe des années 90. Chirac ne disait pas autre chose, Sarkozy ne disait pas autre chose. C'est tout ce que j'ai dit. Après, j'ai toujours dit que j'étais français et que j'appliquerais les méthodes françaises. Voilà, les Russes sont les Russes, les Français sont les Français. Moi, je crois au peuple, contrairement à beaucoup de gens. Ça veut dire que vous êtes allié là, sur la position de la France, sur la position d'Emmanuel Macron, qui considère qu'il s'agit de crimes de guerre. Et il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine. Moi, je ne me gargarise pas de mots. Vous comprenez, dire qu'il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale, ce sont des mots. En vérité, qui va aller le chercher ? Il faut être raisonnable, il faut être sérieux quand on est président de la République. Qui va être sérieux ? Qui va aller le chercher ? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça ? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde, qu'on va aller prendre et qu'on va traîner devant la Cour pénale ? On le laisse faire. Mais il n'y a pas de crime de guerre là, dans ce qu'on voit ? Mais si c'est avéré, ce qu'on voit, et que c'est les troupes russes qui l'ont fait, évidemment que c'est un crime de guerre. Mais encore une fois, on ne va pas comme ça dire il faut le mettre devant la Cour pénale internationale et le condamner. On n'y arrivera pas. Alors, il ne faut pas le dire. Juste, vous convenez que c'est quand même un symbole de le dire ouvertement quand on est à la tête de la France. Ça sert à quoi ? Moi, je veux être efficace. Depuis le début, je propose justement qu'on arrête cela le plus vite possible. Moi, je pense que depuis le début, on aurait pu éviter cette guerre si les Américains avaient accepté que l'Ukraine ait un statut de neutralité. Je le dis depuis le début, j'ai découvert il y a quelques jours que par M. Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, que Jacques Chirac l'avait proposé dès 2006, et que les Russes l'avaient accepté, et que les Américains ont refusé. Je regrette cela. L'Ukraine elle-même a refusé. Oui, bien sûr. Elle a le droit de disposer de sa souveraineté. Oui, chère madame, vous avez raison. Elle est souveraine. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dépendant de sa géographie. Dans l'histoire, c'est comme ça. Et que l'Ukraine est collée à la Russie. Voilà, vous savez, nous, on a été collés à l'Allemagne pendant un siècle et ça nous a fait 3 guerres. On est dépendant de sa géographie. On ne choisit pas sa géographie. Éric Zemmour, au début de la guerre, vous avez hésité sur la question de l'accueil des réfugiés en France. Si vous êtes élu, à ceux qui sont déjà présents sur notre sol aujourd'hui et à ceux qui veulent y venir, est-ce que vous direz, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester en France, vous êtes chez vous, le temps qu'il faudra ? Je pense que ces réfugiés-là n'ont qu'une hâte, c'est rentrer chez eux. Et donc, dès qu'il y aura Sauf si la guerre dure, évidemment. Bien sûr. Mais le temps de la guerre, donc, ils sont les bienvenus en France, vous pouvez dire ça. Mais bien sûr, le temps de la guerre, ils resteront. Vous êtes les bienvenus. Le temps de la guerre, ils resteront, ils sont les bienvenus, ils ont été déjà accueillis par les Français, car nous sommes le peuple le plus généreux du monde. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'ils étaient des frères européens. On m'a assez reproché de faire la différence entre les Européens et les autres. Donc on ne va pas me reprocher l'inverse. Ce que j'ai dit simplement, c'était un devoir de prudence. Tout de suite,
profitant de ces couloirs humanitaires, il y a eu un tiers de réfugiés maghrébins, africains qui sont aussi passés. C'est pas ce que disent les chiffres. C'est ce que disait le Figaro et c'est ce que disait le président. Le Figaro, je sais que c'est votre journal, mais ça fait pas une source oui, c'était mon fiable journal, en soi. donc il était fiable. 5% des réfugiés non monsieur, européens. Pardonnez-moi. Je donne simplement mon chiffre, vous avez Non, donné non, le vôtre. vous avez vos chiffres et moi j'ai les chiffres oui, de mais l'Office les français. chiffres Non. Chiffre officiel, 5% des réfugiés sont non européens en date du 31 mars dernier, ce sont les chiffres du ministère de Excusez-moi, l'Intérieur l'Office- obtenus par la police aux frontières. L'Office français. Oui, mais la police aux frontières, elle ne vérifie pas tout le monde. La preuve, sinon, elle les renverrait. Et le Figaro vérifie Non, attendez. Le Figaro tenait ces chiffres de l'Office français de l'immigration, de M. Leski, qui n'est pas un de mes amis spécialement. Éric Zemmour, parlons maintenant de votre programme. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous avez dit avoir un appartement d'1,3 million à Paris, c'est pas ce qu'on appelle être riche. Est-ce que vous regrettez cette phrase ? Non, pas du tout. Quand on a un appartement qu'on a acheté, je dis n'importe quoi, 200 000 euros, 300 000 euros, et que, quand il était en francs français, et que l'augmentation du prix de l'immobilier en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, a doublé, triplé, quadruplé, etc., le revenu qui va avec n'a pas forcément augmenté. Et donc, l'immobilier a tellement augmenté qu'il n'y a plus de correspondance entre les prix de l'immobilier dans les grandes villes, je parle évidemment, mais même ailleurs, et le revenu des gens. Je maintiens. Mais ça fait de vous quelqu'un qui possède un patrimoine qui vous met dans les Français les plus riches. On est d'accord là-dessus? Oui, parce que, si vous voulez, les Français se sont appauvris. Oui, vous avez raison. Et le simple fait de l'augmentation démesurée des prix de l'immobilier est une cause de cet appauvrissement. Mais pas seulement. C'est parce que nous sommes le peuple le plus taxé du monde, le plus imposé du monde. Et nous sommes le peuple le plus taxé du monde parce que nous sommes trop ouverts et que nous avons un modèle social ouvert au monde entier qui nous coûte très cher. On va parler des impôts, de ce que vous prenez, Éric Zemmour, dans votre programme. Le temps du fil info à 8h40 avec Solène Cresson. On se retrouve juste après. Élysée 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Éric Zemmour, que vous pourrez interroger directement dans une vingtaine de minutes maintenant, en appelant dès maintenant le standard de France Info, le 0809 40 41 42. Question toute simple, Éric Zemmour. Si vous êtes élu président dans 2 semaines, est-ce que les riches en France paieront plus d'impôts? Vous avez une Pourquoi ça façon vous de fait poser sourire des questions, parce que ça me fait sourire, votre question. On se croirait dans les années 70, au temps C'est mon flamboyant de côté la années lutte des 70. classes. Ouais. Je ne suis pas pour la lutte des classes. Voilà. Les impôts, c'est la clair. lutte des classes? Oui, les impôts, ce n'est pas la lutte des classes. C'est simplement, moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire fuir les riches, comme vous dites. Les riches, depuis 40 ans, ont été imposés plus lourdement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à l'étranger. Quel intérêt pour la France? Aucun. Vous êtes comme Emmanuel Macron, vous croyez au ruissellement de Non, l'économie? je n'ai pas de théorie. Ce que je sais, c'est que moi, je veux que tous les Français, qu'ils soient riches ou moins riches, puissent travailler en France, puissent vivre en France. Et que je considère qu'on ne gagnera rien à monter les riches contre les pauvres. Moi, ce que j'ai, c'est un programme où les plus modestes peuvent voir leur salaire net augmenter sans que les entreprises en pâtissent. Tout mon programme d'augmentation du pouvoir d'achat se fait selon ce principe-là. C'est-à-dire que, 1, on baisse les impôts. 28 milliards de baisse d'impôts globales pour les Français si j'arrive au pouvoir. Et on baisse les impôts de tout le monde, et on baisse les taxes de tout le monde, et en même temps, on augmente le salaire net et pas le salaire brut chargé. C'est-à-dire que on baisse la CSG, ce qui permet une augmentation des salaires modestes de 100 euros par mois, ce qui fait à la fin un 13e mois. Un employeur peut donner une prime zéro charge, sans charge sociale, qui correspond à un 13e, un 14e, voire un 15e mois. On facilite la participation, vous savez, les fameuses procédures de participation qu'on défiscalise. On rétablit le travailler plus pour gagner plus. Vous voyez, on fait des tas de mesures. Elles ont un principe commun, vous aurez remarqué. C'est qu'elles augmentent le salaire net, mais elle n'augmente pas le salaire brut chargé pour les entreprises. Sauf qu'Éric Zemmour, quand vous voyez la situation de la France, quand vous voyez par exemple que lors de cette crise Covid, les riches sont devenus encore plus riches, vous ne vous dites pas, ce serait pas mal qu'ils participent aussi à l'économie française un peu plus que les autres? Chère madame, ils participent déjà beaucoup plus. Et ça dépend ce que vous mettez dans les riches. Mais si vous mettez, comme François Hollande jadis, un riche à 4 000 euros par mois,
Ils participent énormément. Mais vous mettez Ce qui sont dans les eux riches? sont eux qui gagnent, qui payent la moitié de l'impôt sur Mais le vous revenu. mettez qui dans les riches? On est riche Mais pour moi, vous à moi, partir de je ne combien? sais pas, je n'ai pas de... Vous savez, je vous répète, je ne divise pas les Français comme cela. Je ne suis pas pour la lutte des classes. Je suis pour le rassemblement des Français. Je pense que tous les Français ont un intérêt et ont envie de sauver la France et que la France reste la France. C'est ça mon thème. Mon thème n'est pas la lutte des classes. Je vous le répète. Moi, je ne suis pas Marine Le Pen. Je ne rétablis pas l'impôt sur la fortune de 81. Je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est que la France reste la France. On l'a bien Je compris dans le défends programme. l'identité de la France. Alors justement, Salia. dans votre programme, il y a plusieurs dispositions pour booster la natalité en France. Vous proposez par exemple de distribuer une bourse de 10 000 euros pour toute naissance dans une commune rurale. Une commune rurale, c'est jusqu'à combien d'habitants pour vous? C'est pas moi. C'est l'INSEE, pardonnez-moi, c'est 2000 D'accord. habitants. Vous Donc, restez sur... définition d'une ville. Ah ben quoi. c'est la définition de l'INSEE, 2000 habitants. Donc vous êtes à 2000 habitants? Ou alors un peu éloigné, il faudrait voir, mais éloigné faut y d'un habiter, centre urbain, c'est il ça. faut y habiter ou y accoucher? Y habiter. Non, il faut y habiter depuis D'accord. 2 ans. Il n'y aura pas d'effet d'aubaine. Et il faut habiter après, pendant 3 ans. Parce que les 10 000 euros sont distribués par tiers. Ah, faut pas bouger ensuite. Non, bien sûr, pendant D'accord. 3 ans. Donc faut passer 5 ans dans ce village pour avoir droit à la prime. Absolument. Sinon on rembourse. Sinon, il n'y a pas d'effet. Sinon, on ne paye pas. On paye au fur et à mesure. Un tiers, un tiers, un tiers. D'accord. Bon. Donc Et si en on plus, déménage, et on vous a- avez on oublié perçoit une mesure plus. essentielle, il faut être français. C'est quand même important. Mais si on déménage, du coup, on Au l'aperçoit bout plus. après 3 ans, si, mais non, on ne touchera pas le reste. Je comprends pas votre question. Parce Bah- que je vous dis que c'est un tiers, un tiers, un tiers. On déménage au bout de 2 ans, on aura touché 2 tiers. D'accord. On déménage au bout d'un an, on aura touché un tiers. Donc on C'est n'aura simple pas à la comprendre. totalité des 10 000 euros. Voilà. Mais vous savez que la plupart des communes rurales n'ont plus de maternité. Mais justement, ça sera l'habitation, évidemment, pas la naissance. Bon. Et Et que c'est justement, une fois- je fais ça, Oui. je fais ça, vous posez une bonne question, parce que je fais ça justement pour qu'il y ait le retour des maternités, des écoles, des services publics. Je prends le problème à l'endroit et non pas à l'envers. Je dis pas on va mettre des services publics là comme ça et s'il n'y a pas de monde, tant pis, je le ferai aussi, mais ça sera provisoire, ça sera dans l'urgence. Comme comme mon embauche de 10 000 médecins, vous savez, dans les endroits Dans les de déserts désert, dans les médicaux. déserts médicaux, On en a parlé évidemment tout à l'heure. c'est une urgence. Ce n'est pas ad vitam aeternam, j'espère. Éric Zemmour, je voudrais vous lire une phrase que vous avez, plusieurs même, que vous avez prononcée sur le plateau d'ITélé à l'époque où vous parliez. d'ITélé, carrément. Oh, c'était dans votre vie d'avant, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Quand vous- longtemps, ITélé, ça n'existe plus depuis quelques années. Ça s'appelle CNews aujourd'hui. Voilà. Vous parliez à l'époque des mères célibataires. Je vous cite. Il faut trouver un moyen financier social pour limiter les familles monoparentales. Les familles monoparentales sont une plaie. Aux États-Unis, les républicains sous Bush ont supprimé certaines allocations aux mères seules. Eh bien, on a constaté une recrudescence de la conjugalité. Il n'est pas normal que l'État remplace le père. Est-ce que c'est votre projet aujourd'hui encore? Vous avez lu mon programme, donc Oui. ce n'est pas mon projet. Je maintiens que les familles monoparentales sont une plaie pour les mères et pour les enfants. Les pauvres, les femmes sont isolées, les femmes souffrent et il faut les aider. Et C'était les pas le sens enfants de votre aussi. phrase C'était pas lorsque le vous l'aviez sens. prononcée. Comment C'était pas le sens de votre phrase lorsque Oui, vous l'aviez mais, prononcée. mais vous savez, on peut me sortir 10 000 phrases Bah, il y je vais en a sortir 1000 une ans. autre. Si vous le permettez, quelques années après, vous avez été interrogé Non, sur non, cette non. même phrase, Éric Zemmour, en dis, 2013. écoutez. Attendez, je termine juste Non, ma question non, et je vous vous ne laisse terminez répondre pas. après. Ce n'est pas dans mon projet. Point. Voilà. Ça, Ce n'est c'était pas dans mon l'Éric projet. Zemmour d'avant. Non, mais Quand c'est vous le Zemmour disiez les d'avant, femmes ont simplement Attendez. remplacé la domination de leur mari par leur dépendance à candidat l'État. à l'élection Ouais. présidentielle. Donc aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez un programme et vous avez des déclarations du candidat. Donc vous ne pensiez Je pas n'ai ce que vous avez dit à vocation- l'époque. Je ne commente pas ce que j'ai dit à l'époque. Ça veut dire que le candidat dit l'inverse du polémiste. Ça veut dire que le candidat Et dit ce donc qu'il le veut. candidat ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Le candidat dit ce qu'il veut et vous avez à apprécier mes déclarations de candidat. Très bien. Vous n'avez pas Éric à Zemmour, tous apprécier les mes candidats déclarations qui passent avant. ici même Non. et qui font... Les- Attendez, je termine simplement. Non. Tous les candidats qui passent ici même sont confrontés à ce qu'ils ont pu dire il y a Mais 6 c'est mois, très 1 bien. an, 2 ans, Et moi, je vous sur réponds. Vladimir Poutine, sur les impôts, etc. Mais cher Vous monsieur, aussi, vous avez le n'êtes droit, pas- ouais. vous avez le droit de me poser des questions Et vous et n'avez j'ai le droit mes de pas y réponses. répondre. Oui. Donc mes réponses, c'est ce n'est pas dans mon projet. Une autre question sur votre programme. Vous, président Éric Zemmour, est-ce que vous revenez sur la PMA pour toutes? Oui. Est-ce que Vous voyez, vous, là, ça, c'est dans mon projet. est-ce que vous la bloquez Ça, vous même l'avez toujours dit pour le coup. Mais vous Voilà. voyez, Comme vous quoi, voyez. parfois vous ne changez Vous pas voyez, absolument, mais je change jamais d'avis. Simplement, je tiens compte de la réalité et je tiens compte d'un programme présidentiel. Ce n'est pas la même chose que de d'émettre des idées, des théories et qui peuvent se confronter pour la réflexion intellectuelle. Ce n'est pas la même chose. Vous faites semblant de croire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Vous mettez Donc fin à la PMA pour la PMA toutes pour toutes, je pense que c'est pour le coup, c'est mauvais pour l'enfant. L'enfant, si vous voulez, n'est pas un objet. Il n'y a pas de droit à l'enfant.
Il n'y a pas, on n'achète pas un enfant. Moi, je pense que... C'est pas l'objet dans la PMA. Oui, mais dans la GPA et dans la PMA, c'est le même principe. C'est autre chose, la GPA. Hein. Oui, je sais que c'est autre chose. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que on ne respecte pas les règles naturelles de la procréation. C'est-à-dire un père et une mère. Je pense qu'un enfant a le droit à un père et une mère. Voilà. Donc ça veut dire que, pardon, même pour les couples homosexuels, vous dites non, qui désirent avoir un enfant, vous dites non. Je dis que, si vous voulez, pour avoir un enfant, il faut un père et une mère. Je ne dis que cela. Et qu'il est bon pour un enfant d'avoir un père et une mère. Donc je pense qu'il ne faut pas désintégrer davantage ce lien pour l'enfant et pour la société. Éric Zemmour, invité des matins présidentiels de France Info. Toute petite pause, le temps du fil info à 8h50 avec Solène Crescent et on poursuit juste après. Élysée 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Fauvel. Éric Zemmour, il y a quelques jours, vous avez annoncé la création d'un ministère de la remigration, si vous êtes élu, pour expulser les personnes notamment qui sont en situation irrégulière. Quel est l'objectif que vous vous fixez sur l'ensemble du quinquennat ? Alors, il n'y aura pas que les personnes... C'est pour ça que j'ai dit notamment. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien entendu. Donc, il y aura évidemment les personnes clandestines en situation irrégulière. Je vous rappelle simplement que déjà, je rétablirai le délit. Parce que le délit de situation irrégulière n'existe plus depuis 2012. Donc, les policiers aujourd'hui ne peuvent pas arrêter un étranger uniquement parce qu'il est clandestin. Je le rétablirai et je les expulserai. Puis, j'expulserai les délinquants étrangers. Il y en a 15 000 dans nos prisons. Ils représentent 25% des prisonniers totaux. Troisièmement, je déchoirai de la nationalité française tous les binationaux qui seront délinquants et criminels. Là aussi, ça fera du monde. Et troisièmement, j'expulserai aussi les fichiers S étrangers. Tout ça, mis bout à bout, ça fait combien sur l'ensemble du quinquennat ? Tout ça, mis bout à bout, ça devrait faire 1 million de personnes au bout du quinquennat. Emmanuel Macron a fait rentrer 2 millions de personnes. Moi, j'expulserai 1 million de personnes. Alors, un mot sur les chiffres que vous donnez. Emmanuel Macron a fait rentrer 2 millions. Il y en a qui sont partis. Non, mais ceux qui sont partis, c'est des Français qui partent à l'étranger. Il y a aussi des étudiants qui sont venus et qui sont repartis. Puis surtout, dans les 2 millions, il y a juste... des Européens aussi, c'est pas que des extra-européens. Donc, si vous voulez expulser, c'est que... Il y a des Européens, il y en a très peu, vous savez, et ils ne sont pas comptés dans les étrangers d'entrée légale, puisqu'ils sont dans Schengen. 1 million d'expulsés sur l'ensemble du quinquennat, ça fait, si on compte bien, 200 000 par an, 600 par jour. Comment vous faites ? Comment je fais ? C'est simple. Je fais comme Barack Obama quand il était aux États-Unis et qu'il a renvoyé dans son mandat 3 millions d'étrangers. Je prends déjà les policiers, les arrête, les emmène dans des charters et je les renvoie. Des charters qui sont des charters de l'État ou vous utilisez les avions de ligne habituels ? Ça, c'est du détail, c'est pas grave. On affrètera des charters. Tout ça, c'est des questions subalternes. L'important, c'est la volonté politique. Et on le fera, je vous dis, il y a d'autres pays qui le font. Nous sommes le seul pays à ne renvoyer personne. Mais si les pays d'origine nous disent non, vous avez tout à fait raison, ils disent non parce qu'ils refusent de signer les fameuses OQTF. Oui. Et c'est ce qu'ils font beaucoup. Les Algériens le font, les Marocains le font, les Maliens le font, ils refusent de reprendre. Alors là, j'ai des moyens de pression. C'est-à-dire, c'est très simple, en ayant crescendo, si vous voulez. D'abord, je supprime l'aide au développement. Si ça ne suffit pas, je bloque les visas de tourisme de tous les gens ressortissants de ces pays. J'interdis donc à ces gens de venir en France. Troisièmement, si ça ne suffit pas, je peux saisir les biens des dirigeants de ces pays en France, et ils en ont beaucoup. Et si ça ne suffit toujours pas, mais je pense que ça aura suffi depuis lors, je bloque les versements des étrangers en France par la Western Union donc, à leur famille. Vous prévenez là les Algériens, je prends un exemple, vous prévenez les Algériens que si vous arrivez au pouvoir, vous prévenez les dirigeants algériens, le président notamment, que ces avoirs ou ces biens pourraient être gelés en France. Absolument. Ou saisis. S'ils refusent de signer les OQTF. Un mot de la polémique McKinsey. Éric Zemmour, vous avez laissé entendre ces derniers jours que l'entreprise américaine McKinsey aurait récolté les données personnelles des Français pour les envoyer au gouvernement américain. Non, je ne dis pas ça. Alors, je dis que les entreprises américaines sont soumises à une réglementation américaine qui fait que si l'État américain a besoin de données prises à l'étranger, elles sont dans l'obligation de leur donner. C'est tout le problème avec les GAFAM. Et c'est la même chose avec McKinsey. Je trouve ça inconséquent que le gouvernement français et Emmanuel Macron
donnent des informations sur la santé, puisqu'ils ont participé à la mise en œuvre de la politique de la santé pendant le Covid, et d'autres sujets, à une entreprise américaine qui sera obligée de donner ces informations au gouvernement américain. Mais je constate que Emmanuel Macron est le plus souvent soumis aux États-Unis. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait été celui qui était responsable de la vente d'Alstom Énergie à General Electric avec les fameuses turbines Arabelle. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition sur l'affaire McKinsey. Vous savez à qui vous avez confié le soin de gérer les adresses mail de tous les gens qui signent cette pétition? Je ne m'occupe pas de ça. Mon responsable, c'est Samuel Lafont et je ne m'en occupe pas. C'est une entreprise américaine Vous voyez qui s'appelle Nation Builder et qui donc, si le gouvernement américain lui demande, fera quoi? Vous voyez. Donnera les informations, absolument. Ouais, un partout à au centre. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas vous ne président de la le saviez République. pas. Vous Non, ne je le ne le saviez savais pas. Je ne suis pas président de la République. Ouais. C'est surtout. Je ne suis Parce pas que les président de la données de vos République. militants peuvent être Mais bien sûr, vous avez données raison. au gouvernement Mais c'est un américain. problème. On n'a pas d'entreprise française pour cela. Ouais. C'est un vrai problème. Mais McKinsey n'est pas dans l'informatique. McKinsey, c'est un cabinet d'experts. Ça n'a rien à voir. J'ai pas dit ça, je crois pas avoir dit que McKinsey. Non, était mais une parce entreprise que... informatique. Non, je parlais de Et Nation on Builder, l'entreprise. a des hauts fonctionnaires qui peuvent faire le travail de McKinsey. Ce n'est pas mon cas. Rappelons que McKinsey, c'est pas le cabinet de conseil, le seul cabinet de conseil auquel le Absolument, gouvernement vous avez a raison, fait ce n'est pas appel. le seul. Il y a eu des cabinets français aussi. Vous avez tout à fait raison. Que se passera-t-il dimanche soir, Éric Zemmour, si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour? Est-ce que vous reconnaîtrez immédiatement votre défaite, si c'est le cas? Évidemment, si j'ai perdu, je reconnaîtrai ma défaite. Vous savez, moi, je suis un sportif, donc quand je perds, je reconnais ma défaite. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je serai au second tour et que je veux lancer un appel solennel aux électeurs de droite. Je veux leur dire que si ils ne doivent pas croire les sondages, c'est très important ce que je vous dis. Vous savez, j'ai été journaliste politique et j'ai observé les campagnes précédentes. Et je me souviens qu'en 1995, Édouard Balladur, à une semaine du scrutin, comme aujourd'hui, était donné 10 points derrière Jacques Chirac, qu'il a fini à 1,5 point. Je me souviens aussi que Lionel Jospin était donné derrière et qu'il a fini devant à 23%. Je me souviens qu'en 2002, une semaine avant, personne, aucun sondage, ne donnait Jean-Marie Le Pen au second tour. Et je me souviens que Marine Le Pen, en 2017, a perdu 5 ou 6 points par rapport au sondage de la veille, Et donc, qu'en 2019, au régional, je finis, elle devait avoir 3, 4, 5 régions, qu'elle n'en a eu aucune. Simplement pour dire qu'il ne faut pas que les gens se disent « Ah, mais il y a le vote utile, ah, les sondages ont décidé, ah, mais il n'y a pas de vote utile ». Il n'y a pas de vote utile, sauf pour Emmanuel Macron, parce qu'on sait que Marine Le Pen perdra face à lui. Et moi, je suis le vote vital. Ce que vous dites, c'est les sondages mentent, ou c'est les Français peuvent encore changer d'avis, les sondages sont bons aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'abstentionnistes. Il y a les deux. Les sondages mentent parce qu'ils sont perdus. Ils ne peuvent pas nous dire, tous les sondeurs eux-mêmes me le disent, ils ne peuvent pas nous dire d'un côté, Marine Le Pen sera à 20%, et de l'autre, il y aura 30% d'abstention. Il peut y avoir l'un ou l'autre, mais il ne peut pas y avoir les deux ensemble. Donc les sondages sont faux. Et je veux dire, pardonnez-moi, je veux dire aux électeurs, enfin, de Madame Pécresse, les électeurs de LR. Madame Pécresse a déjà préparé son ralliement à Emmanuel Macron à 20h02. C'est déjà dans les tuyaux, tout le monde le sait à LR. Ce que je dis aux électeurs de LR, c'est ne vous laissez pas voler votre élection. Je suis le candidat de la droite. Et je dis une dernière chose. Avec moi, il y aura une véritable recomposition politique. C'est-à-dire que si Marine Le Pen est au second tour, rien ne bougera. Rien ne bougera. Aucun LR n'appellera à voter pour elle ou pas? Aucun LR n'appellera à voter pour elle. Et vous? En revanche, ce n'est pas le sujet. En revanche, si je suis au second tour, Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy et bien d'autres, éventuellement Madame Morano, etc., appelleront à voter pour moi. Mais vous en avez la preuve explosera. de ça? Ils l'ont dit publiquement. Bellamy et Ciotti l'ont dit publiquement. Bon. Il y aura donc une recomposition politique. Et on pourra enfin se débarrasser du cordon sanitaire qui sépare artificiellement les électorats du Front National et de la droite LR. Nous ferons la réconciliation de ces électorats. Seul mon vote permet cela. Éric Zemmour, vous restez avec nous. Les auditeurs et les téléspectateurs de France Info vous interrogent dans un peu plus de 3 minutes maintenant. Élysée 2022, les matins présidentiels, on vous répond.
Jusqu'à 9h30, Éric Zemmour répond aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Info. Vous pouvez encore appeler le standard, c'est un numéro gratuit, un prix d'un appel local, c'est le 0809 40 41 42. C'est le numéro qu'a composé Bernard, qui nous écoute ou nous regarde du côté du Gard. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute, Éric Zemmour aussi. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Bernard. J'ai une question. Que comptez-vous faire pour améliorer les retraites si peu augmentées depuis 5 ans, sachant qu'on nous prélève 9,10% entre la CASA, CSG et qu'on paie des impôts sur ce qu'on ne perçoit pas, puisqu'on nous additionne 4,10% de CSG au déclaratif des revenus. Eh bien, cher monsieur, mon programme est fait pour vous. Tout simplement parce que j'ai prévu plusieurs choses pour améliorer les petites retraites. La première, c'est la suppression de la CSG et CRDS, justement sur les retraites dans le cadre de mon grand plan de baisse de la CSG globale pour les salariés. Ça touche aussi les petites retraites. Donc ça fait 600 € de plus par mois pour toutes les petites retraites. Deuxièmement, je rétablis la demi-part fiscale des veuves. Je dis des veuves parce qu'en général, ce sont des femmes. Mais ça peut être évidemment, voilà, ça peut être évidemment des veufs. Qui a été supprimée, d'ailleurs, vous allez sourire sans doute, mais par Madame Pécresse en 2011, quand elle était ministre du Budget. Troisièmement, j'augmente la pension, la part de la pension de la reversion, toujours pour ces veuves, parce que je trouve absolument scandaleux et affligeant que ces femmes ajoute à la douleur de la perte de leur mari une réduction massive de leurs revenus. Donc je passe de 54% à 75%. Non mais c'est important. C'est important. À la pension, la part de la pension de reversion. Est-ce qu'il est aussi, je crois que c'est Bernard qui voulait préciser sa question. Bernard, on vous écoute. Est-ce que cette pension-là que vous parlez, ce sera pour le public et le privé ? Bien sûr. Parce que selon où on travaille, parfois ça ne fonctionne pas. Non, c'est pour tout le monde, bien sûr, monsieur. Pauline nous appelle d'Angers. Bonjour Pauline, vous avez une question pour Éric Zemmour ? Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour, j'ai une Pauline. question qui concerne l'enseignement supérieur. En fait, je suis en 4e année de thèse de droit et je suis assez inquiète sur l'avenir de l'université. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez lutter contre le déclassement français et je pense que l'université et la recherche font partie du rayonnement français et pourtant aujourd'hui sont largement délaissés. Du coup, j'ai 2 questions. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour l'université, pour les enseignants-chercheurs qui ont de moins en moins de postes. Et aujourd'hui, les jeunes chercheurs sont obligés d'enchaîner des contrats précaires de 1 an et souvent sous-payés alors qu'ils ont un doctorat. Et j'ai une seconde question qui concerne les étudiants. Parce que parallèlement à cette baisse des postes des enseignants-chercheurs, les étudiants, eux, sont de plus en plus nombreux, ce qui surcharge les classes, ce qui, bien entendu, baisse leurs bonnes conditions d'études, mais également ce qui surcharge les enseignants et notamment les jeunes doctorants qui sont chargés de TD et qui du coup doivent corriger 2 fois plus de copies pour le même salaire. Chère madame, vous avez 1000 fois raison. Je dis 2 choses. La première, je suis scandalisé qu'il y ait autant d'étudiants, chercheurs et de chercheurs français qui s'expatrient à l'étranger. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils restent en France, travailler en France. Et pour cela, j'augmenterai leur rémunération. De combien ? Je ne sais pas, je n'ai pas précisé, mais ça c'est sûr qu'il y aura une augmentation du budget de la recherche et il y aura une augmentation de leur salaire. Vous ne l'avez pas encore chiffré ? Non, je ne l'ai pas encore ça, je ne l'ai pas encore chiffré parce que c'est, si vous voulez, dans un endroit global de la politique de la recherche. Mais franchement, ça c'est indispensable parce que je veux qu'ils restent en France. Vous voyez, c'est une politique délibérée. Et deuxièmement, en revanche, pour les étudiants étrangers, je réduirai drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. C'était pas la question de Pauline. Non, mais c'est pour les places. Ah, les places d'étudiants. J'ai les places, madame ou mademoiselle a tout à fait raison. Il y a trop d'étudiants et ça surcharge les places. Donc, 1, je réduirai drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. Et 2, je rétablirai une véritable sélection pour le baccalauréat. Parce qu'il n'est pas normal qu'on donne à 90% le bac et qu'après, il y ait 50% d'échecs en première année. Vous considérez qu'il y a trop d'étudiants aujourd'hui en France ? Oui, il y a des étudiants qui ne devraient pas être en première année. La preuve, c'est qu'ils échouent pour la moitié. Ils devraient être où, du coup ? Ils devraient être ailleurs, en apprentissage. On développera l'apprentissage dès la 4e, la 3e, parce qu'il y a des gens qui ont des talents qu'on ne reconnaît pas. Et, donc il faut moins de monde au lycée aussi ? Non, Parce que vous dites non, parce qu'il y aura des classes de niveau, il y aura des classes de niveau. Mais effectivement, je suis favorable à ce qu'il y ait
beaucoup plus d'apprentissage, et c'est pour ça d'ailleurs que je favoriserai l'embauche d'apprentis en CDI par des exonérations sociales, de charges sociales. Donc, je voulais dire enfin à mademoiselle que pour les secteurs qui sont surchargés et qui manquent de débouchés, je pense à la sociologie, etc., j'imposerai un numerus clausus pour que justement il n'y ait pas trop d'étudiants dans ces secteurs-là. Donc un bac plus difficile, des filières comme la sociologie qui seront limitées à très peu de places. Pas très peu, mais moins de places qu'aujourd'hui. Il y aura un numerus clausus, comme il y a eu en médecine. Qui pose problème jusqu'à maintenant. Mais bien sûr, parce que médecin, on a besoin de médecins. Ouais. Vous voyez, la sociologie, c'est pas vraiment la médecine. D'accord. Aurore nous appelle. Aurore, qui, je le précise, est lectrice du Parisien aujourd'hui en France, qui est notre partenaire pour l'ensemble de ces matins présidentiels. Bonjour Aurore, vous avez 19 ans et Éric Zemmour vous écoute tout comme nous. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour. Alors moi je vais vous poser une question par rapport à l'écologie, puisque votre programme il est plutôt focalisé sur une vision de la grandeur, de la puissance de la nation, et ça laisse plutôt de côté la question de l'écologie, de la protection des milieux fragiles et de la pollution. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes un climato-sceptique qui pense que l'écologie ça doit rester au second plan? Non, je ne suis pas un climato-sceptique du tout. Moi, je crois à la science. Si la science me dit des choses, je les crois. Vous savez, je ne suis pas dans les nuées. Mais en revanche, si vous voulez, je ne suis pas un vert. Vous voyez, je ne suis pas un écologiste politique. Ça vous avait pas échappé. Non, j'allais vous le dire. Donc, je pense que l'écologie, on lutte contre. Je vais être une réponse très courte puisqu'on m'a demandé de faire des réponses des courses. Pardonnez-moi, Oui, le mademoiselle. climat mérite peut-être qu'on y passe. Voilà. tout. Mais Votre ce que je principale dis, c'est mesure que aujourd'hui sur la le climat, principale- c'est quoi? Contre le réchauffement climatique, Oui. la principale mesure, c'est le nucléaire. Parce que c'est l'énergie la moins émettrice de CO2. Et j'arrête les programmes d'éoliennes, parce que les éoliennes, au-delà de tous leurs défauts esthétiques et sanitaires, tout simplement, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie, donc on va chercher quoi? Le charbon et le gaz. Vous les arrêtez, mais vous laissez celles qui sont en place. Je laisse celles qui sont en place, ça ne représente pas beaucoup de l'énergie française, et j'arrête tous les programmes en cours, je tiens à le dire. Maintenant, pour le reste, je favorise les circuits courts, je favorise la réindustrialisation, donc il y aura moins d'importations avec les tankers, etc., qui sont très mauvais pour. Et je veux développer aussi des filières spécifiques pour le retraitement des plastiques. Ça, c'est vraiment un problème majeur dont on ne parle pas souvent. J'accentue les sanctions contre les lieux, le saccage, vous savez, des sols pollués. Je pense qu'il faut vraiment mieux les protéger. Et je prépare un fonds, un office national de la forêt, vous savez, sur le modèle de celui de 1945, qui avait été supprimé sous Lionel Jospin, je crois, pour justement programmer un reboisement et un rétablissement de la filière bois. Le fil info 9h11 et on vous retrouve dans un instant face aux auditeurs et aux téléspectateurs. Éric Zemmour. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. On vous répond. Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Éric Zemmour. André nous attend au standard. André nous appelle d'Arcachon. Bonjour André. Bonjour. Vous avez une question pour Éric Zemmour. Je vous entends pas là. Nous on vous entend, vous êtes en direct, allez-y. D'accord, ok. Alors avant ma question, j'aimerais vous dire quelque chose. J'espère que vous ne passerez pas. Vous n'êtes pas le reflet de la France. Et puis, vous savez, ce que j'ai peur avec vous, c'est votre nationalisme. Vous ferez sortir les groupuscules d'extrême droite. Vous verrez, comme aux États-Unis avec Donald Trump, vous verrez les groupuscules sortir, aller casser la vitrine du petit maghrébin le soir. Vous savez, pour l'instant, monsieur, c'est les racailles antifa qui cassent la figure de mes militants, même quand ce sont des vieilles personnes, comme on l'a vu ce week-end. Pour l'instant, ce ne sont pas mes militants qui cassent la figure à quiconque, qu'ils soient maghrébins ou non. Pour l'instant, c'est eux qui se font casser la figure par des voyous d'extrême gauche ou des... Voilà. Donc je tiens à vous dire, cher monsieur, que vous vous trompez de personnage. On a compris qu'André ne glissera pas un bulletin Éric Zemmour, ou alors il cache vraiment son jeu dimanche prochain au premier tour. André, vous aviez une question à poser ? Parce qu'avec votre nationalisme à vous, bien sûr que vous ne serez pas loin du Brexit. Vous savez qu'il faut 2 ans quand même pour sortir de cher l'Europe. monsieur, à part me faire des procès d'intention, est-ce que vous avez une question ? Votre position sur l'Europe,
J'ai dit que je ne sortirais pas de l'Europe et que simplement je défendrais les intérêts de la France en particulier sur l'immigration et sur l'arrêt de toute immigration, je ferai un référendum qui donnera la parole au peuple français. Quelles que soient les règles européennes à ce sujet. Maintenant, pour le reste, je ne sortirai pas de l'Europe, il n'y aura pas de Frexit et il n'y aura pas de sortie de la zone euro. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Théophile nous attend au standard maintenant. Théophile, vous nous appelez du Calvados. Bonjour Théophile. Oui, bonjour Monsieur Zemmour. Alors moi, je suis un militant GZ et je prenais la parole aujourd'hui pour vous dire... Génération Zemmour. Absolument. Ouais. Bonjour jeune homme. On est des milliers derrière vous. On est vraiment admiratifs de votre courage. Tenez bon surtout. Votre question, Théophile. Tenez bon. Merci Théophile. J'ai prétexté une question pour témoigner de mon admiration. Merci, continuez Monsieur Zemmour. Merci. Puisque c'est ça, je vais lire la question que Théophile a donnée au Standard. Vous voyez, tout le monde écoute France Info. Éric Zemmour, je vais poser la question que Théophile a donnée au Standard. Je vous en prie. Est-ce que Éric Zemmour ralliera Marine Le Pen au second tour? Vous voyez, même lui, il vous le demande. Pour que vos idées soient portées. Mais Théophile devrait savoir, puisqu'il est à Génération Z, qu'on sera au second tour. Vous continuez la politique si vous êtes battu dimanche? Mais vous savez... Ou c'est fini? Non, écoutez, la politique, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai toujours dit depuis le début, et quand j'étais venu vous voir la première fois, je n'étais pas encore candidat, que je n'étais pas un politicien professionnel. Je ne fais pas ça pour ma carrière. Moi, ma carrière était derrière moi. Je l'ai faite en tant que journaliste, écrivain. Je n'ai pas de carrière de politicien. En revanche, la politique, c'est se battre pour que la France reste la France. Donc je continuerai ce combat. Ce combat, il peut être mené à nouveau au Figaro et à CNews, par exemple. J'ai un parti, vous savez, j'ai un parti de 120 000 adhérents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le premier parti de France. En 4 mois, pour vous donner une idée, le Rassemblement National est à 20 000 adhérents. LR, quand ils ne font pas voter les Chinois et les chiens, ils sont à 80 000 au mieux. Donc, enfin, vous voyez, donc vous ne raccrochez pas extraordinaire. Dimanche soir, Non, je continuerai le combat. Il y a des milliers de jeunes, vous voyez, comme ce jeune homme. En étant candidat aux législatives, par exemple? Mais on continuera le combat politique. Yvan? Oui, Yvan nous attend. Yvan nous attend du côté de Mulhouse, en Alsace. Bonjour Yvan, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Zemmour. Ah, voilà, il faut éteindre la radio derrière vous, Yvan. Voilà, il y a ce qu'on appelle un petit Larsen. Vous prenez 2 secondes, je vais meubler, vous allez voir, je vais meubler. Le temps que vous éteignez la radio derrière vous, sinon il y a un petit Larsen, ce qui n'est pas très agréable pour vous, ni pour nous. Yvan, je ne sais pas si vous avez eu le temps de couper la radio, on vous écoute. Vous habitez près de Mulhouse, en Alsace, vous travaillez, me dit la petite fiche devant moi, dans un service de réanimation et vous avez 61 ans. Je ne peux plus rien dire, j'ai meublé jusqu'au bout, je vous écoute. Voilà, c'est tout à fait ça. Écoutez, je travaille dans un service de réanimation et j'ai 3 de mes collègues présents avec moi. Un infirmier, une aide-soignante et un technicien qui est spécialiste des ordinateurs, hein, c'est un technicien. Voilà, notre souci aujourd'hui, c'est effectivement sur le plan humain, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mettre, Monsieur Zemmour, s'il vous plaît, en place dès que vous serez président de la République concernant d'une part le plan matériel, parce que nous manquons énormément de matériel, et surtout sur le plan humain. Nous manquons énormément de soignants. Et la deuxième question, c'est bien sûr, pour que vous ayez l'information, on nous a gelé le point d'indice depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous faire pour valoriser le travail et les professionnels de santé sur tous les paliers? Écoutez, voilà, Monsieur Zemmour. Question plus générale sur les fonctionnaires, dans ce que dit Yvan. Non, le point d'indice, ça concerne tous les fonctionnaires. Oui, mais là, c'est le personnel soignant. Pardonnez-moi, parce que c'est spécifique. Je propose effectivement un grand plan de réhabilitation de l'hôpital public avec l'embauche de 40 000 personnes, dont 32 000 soignants et 8 000 médecins. Je propose une augmentation des salaires des soignants de 12%. Parce que je pense que l'hôpital a été complètement abandonné depuis des années. Je propose aussi la suppression des ARS. Pour Agence régionale de santé. Voilà, et que les médecins reviennent dans, vous savez, l'organisation de décision des hôpitaux en lien avec les préfets. Qu'est-ce que vous faites? Un patient. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites des médecins et des infirmières étrangers qui sont nombreux en France, qui sont parfois là depuis des années et qui aident considérablement le système de santé? Vous avez raison. Vous les renvoyez aussi
vous avez raison, ils Vous aident faites une considérablement. exception. Attendez, vous avez raison, ils aident, je le reconnais volontiers. Je regrette simplement qu'un numerus clausus imbécile appliqué depuis des années ait empêché souvent des jeunes Français pour un quart de point, un demi-point de réaliser leur rêve de devenir Mais qui a médecin. été Et du retiré coup, par on le en a gouvernement besoin. actuel. Mais non, mais ils sont pas responsables. Mais je vous dis, on n'aurait pas eu besoin de les faire venir. Évidemment que tout étranger, médecin ou pas médecin, en situation légale avec ses papiers, qui travaille, je ne fais absolument rien contre lui, et heureusement. Ce que je dis, c'est que c'est les gens qui sont chômeurs depuis de 6 mois, comme aux États-Unis, comme en Suisse. Mais les médecins qui travaillent, qui ont des papiers, il n'y a absolument rien à faire contre eux, et heureusement. Vous avez répondu sur les embauches, sur les salaires. J'ai dit augmentation de salaire de 12% des soignants. Et pour les autres l'embauche, fonctionnaires, attendez, ouais. je réintègre les personnels qui ont été renvoyés parce qu'ils n'avaient pas voulu se faire vacciner. Pour les autres fonctionnaires, est-ce que Pour les autres fonctionnaires, vous dégelez le point d'indice non, qui est pour gelé l'instant, quasiment depuis le début je vais du vous dire, quinquennat? pour l'instant, dans le programme, soyons précis, dans le programme, il n'est rien prévu pour cela. Mais de toute façon, je pense que si l'inflation perdure, il faudra reconsidérer toutes nos politiques salariales. Donc, vous voyez, mais dans un premier temps, dans le programme, il n'est pas question de cela. On retourne au standard de France Info dans un instant. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. On vous répond. Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Éric Zemmour, on prend tout de suite Salim qui nous attend au standard. Salim, bonjour, vous nous appelez de Bordeaux. Oui, parce que si vous venez de Bordeaux, ça va faire loin, mais déjà vous êtes à Bordeaux. Oui, tout à fait. Bonjour monsieur Bonjour, Zemmour. Salim. Il y a en France plus de 11 millions de personnes en situation de handicap, parmi lesquelles des enfants, des adultes. Considérez-vous ces 11 millions de personnes comme de potentiels actifs, créatrices de richesses pour la nation, ou bien des personnes à protéger? Et dépendamment de votre réponse, quelle sera votre politique en la matière? Vous savez, j'allais vous dire les deux. Ce sont à la fois des gens qui peuvent, quand ils peuvent, s'ils le peuvent, travailler et donc être productifs, et c'est mieux pour eux et c'est mieux pour tout le monde. Et évidemment, comme ils ont des handicaps, ils sont à protéger parce que la nation protège les gens les plus faibles. Ça me paraît logique. Maintenant, pour une politique spéciale, je pense qu'il faut effectivement protéger surtout les enfants. On m'a vraiment prêté des intentions malveillantes. Je répète que les enfants... Quand vous aviez dit, je précise pour ceux qui auraient l'obsession de l'inclusion. L'obsession de l'inclusion pour les enfants handicapés à l'école. Je maintiens, il y a des enfants, et j'ai reçu des milliers de lettres depuis, des enfants qui ne peuvent pas suivre en milieu ordinaire et qui sont mieux dans des établissements spécialisés. Il y a d'autres enfants... Vous comprenez que ça ait pu choquer? Parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui se battent pour y aller à l'école. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait les sortir des établissements ordinaires. C'est pour ça que je vous dis, vous savez qu'il y a 8000 enfants qui tous les matins aujourd'hui prennent le taxi pour aller en Belgique parce qu'on manque d'établissements spécialisés et ils vont en Belgique. Est-ce que vous trouvez ça digne de la France? Franchement, c'est indigne, vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, on peut créer des établissements spécialisés, et c'est ce que je ferai. J'ai un grand plan d'établissements spécialisés. Il faut aussi des AESH, vous savez, les fameux aides aux enfants en situation de handicap. Il faut en mettre beaucoup plus. Parce qu'il n'y en a pas assez. Les professeurs se plaignent. Ils n'ont pas les moyens d'aider ces enfants, vous voyez, qui sont plus fragiles que les autres, qui ont plus de mal parfois que les autres. Il y en a d'autres qui réussissent très bien. Il y a de tout. Et je pense que dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Il y a des gens qui arrivent à travailler, à s'insérer dans un milieu de travail, et c'est très bien. Et il faut les encourager, il faut les favoriser. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus atteints et qu'il faut seulement protéger. Bonjour Karine. Bonjour. Auditrice ou téléspectatrice, je ne sais pas, de France Info du côté des Alpes-Maritimes. Bienvenue sur l'antenne de France Info. Éric Zemmour vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour Karine. On vous écoute, Karine. Il y a un petit délai parce que je crois que vous avez la radio derrière, mais on vous écoute. Allez-y. Zemmour, je suis de Roquefort, Mandelieu-la-Napoule, à côté de Cannes. Je suis adhérente pionnière, mais également fervente militante de la première heure. J'ai une question qui me taraude, c'est concernant l'emploi des personnes de 50 ans et plus. Je me retrouve actuellement dans une situation où, malgré que j'ai toujours travaillé, aujourd'hui, je me retrouve face à un mur parce que j'ai 50 ans, qui serait apparemment un problème pour être recruté dans un secteur qui embauche, puisque c'est le tourisme, l'hôtellerie. Est-ce que vous envisagez
une mesure pour faciliter l'embauche, le maintien au travail des personnes de plus de 50 ans. Chère madame, c'est une très bonne question. Parce que, évidemment, on ne peut pas augmenter l'âge de la retraite en disant il faut sauver le système de répartition si c'est pour mettre ces gens, en vérité, au chômage. Comme ça se passe beaucoup trop aujourd'hui. Donc moi, ce que je propose, c'est ce que j'appelle un index senior, comme il y a un index, vous savez, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui surveillerait les entreprises pour leur politique vis-à-vis des gens de plus de 50 ans, et qui établirait un classement, et les entreprises qui se conduiraient mal, qui renverraient systématiquement les gens de plus de 50 ans, qui n'en embaucheraient pas, auraient des amendes. Ça pourrait aller jusqu'à des amendes. Je pense qu'il faut absolument que les entreprises perdre cette mauvaise habitude. En plus, je dis cela, vous vous souvenez, au début, on a discuté, je vous ai dit, je suis contre la lutte des classes, je ne veux pas embêter les entreprises, je le maintiens. Je veux baisser leurs charges, je veux baisser leurs impôts, je veux qu'elles subissent moins les normes, etc. Vous voyez, j'ai une politique, il y a une exception. Clairement, oui, là, j'ai une exception, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense d'abord aux gens qui ne peuvent pas travailler comme cette dame, à 50 ans, franchement, c'est scandaleux, et même aux entreprises. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays, par exemple le Japon est en pointe là-dessus, puisque ils ont un gros problème de natalité, et les gens utilisent les gens âgés, même de 60 ans, de 65 ans, parce qu'ils sont la mémoire de l'entreprise, et ils peuvent être très utiles aux jeunes. Donc vous voyez, il y a comme ça une utilité pour tout le monde. Donc oui, madame, vraiment, je prendrai une mesure très résolue sur ce plan. Sur un tout autre sujet, Éric Zemmour, Marie-Hélène nous appelle de Marseille. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Marie-Hélène. Allez-y. Alors, je suis ravie de vous avoir. Merci, je vous moi remercie aussi. pour votre candidature et je me permets de dire avant ma question simplement que le concept de défense excusable, c'était fondamental et vital pour la France et je vous remercie de l'avoir mis en place. Défense excusable, c'est ce que prône Éric Zemmour pour les policiers notamment. Je crois que c'est pas la question de... Ah, pardon. Alors, Allez-y, madame, Marie-Hélène. Allez-y. Ma question concerne les émeutes actuelles, les heurts qu'il y a encore au sujet du décès de Yvan Colonna. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la mise en berne par l'État des drapeaux lors de son décès et des hommages qu'il y a actuellement par les Corses là-bas avec les bougies, avec tout ce qu'ils font comme manifestation, avec les banderoles qui ont été portées par les Corses eux-mêmes avec marqué l'État meurtrier là-dessus. Donc je voulais avoir votre position. Comment vous auriez géré actuellement cette situation si vous étiez au pouvoir? Toute petite et quelle précision. est votre position par rapport à la demande de rapprochement des prisonniers corses par les familles? Toute petite précision, Marie-Hélène, ce n'est pas l'État qui a mis les drapeaux français en berne. C'est la collectivité de Corse dirigée par M. Simeoni, les autonomistes. Voilà, donc comment vous auriez réagi en tant que Oui, très bien. Évidemment, je condamne d'avance toute violence dans les rues de Corse. Maintenant, je pense que le gouvernement, comme d'habitude, a joué aux apprentis sorciers avec son en même temps détestable, c'est-à-dire qu'un jour, M. Darmanin dit on va pouvoir réformer les institutions corses, on va jusqu'à l'autonomie, et le lendemain ou le surlendemain, M. Macron dit mais non, pas du tout, etc. Donc c'est intolérable et ça excite les esprits. Deuxièmement, je voudrais dire que tout ça n'était qu'un rideau de fumée politicien pour faire oublier la chose essentielle, qui n'était pas la réforme des institutions corses, qui ont déjà, je le rappelle, des institutions particulières par rapport aux autres institutions françaises. C'est qu'il y a eu l'assassinat par un djihadiste en prison parce que M. Colonna a blasphémé. Donc, si vous voulez, il faut rappeler que le djihad continue en prison et que l'État ne fait rien. Par ailleurs, oui, je l'ai dit quand je suis allé, je crois, en octobre en Corse, j'étais pour le rapprochement des prisonniers corses vous ne reviendrez pas là-dessus puisqu'ils doivent arriver dans les jours qui maintenant, viennent. oui, évidemment. Maintenant, si vous me permettez, si j'ai le temps... Rapidement, si vous voulez. C'est pour la défense excusable. Oui. Ah ben, c'était pas une question. Non, c'était pas une question, mais c'est quand même important d'expliquer à vos auditeurs, non? Alors, en quelques secondes, si vous... Alors, la défense excusable, qu'est-ce que c'est? C'est pour les gens, les citoyens et les policiers, mais pour les citoyens, c'est une mesure qui vient du droit suisse et qui permet aux juges d'apprécier différemment la légitime défense. C'est-à-dire que, par exemple, l'agriculteur qui a tué, vous savez, en Charente, son agresseur, il y avait une bande de 4 Serbes qui l'ont agressé, il en a tué un parce qu'il avait peur pour sa fille, c'est typique. Aujourd'hui, il est mis en garde à vue et il risque d'être condamné. Avec la défense excusable, le juge pourra dire il est excusé vu le contexte. C'est très important de préciser cela. Éric Zemmour pour ce face-à-face avec les auditeurs.